Très bien, oui. Donc nous allons parler de gouttes, qui est, je pense, quelque chose d'assez fréquent que tout le monde voit en médecine générale. Pour faire un bref rappel, la goutte, ça vient d'une hyperuricémie chronique qui est secondaire à différents facteurs génétiques, alimentaires, traitements, maladies, notamment insuffisance rénale chronique. Et c'est cette hyperuricémie qui va aboutir à des dépôts de cristaux d'urate de sodium, puisque au-delà d'un certain seuil d'uricémie, l'acide urique va se cristalliser au-delà de 360 micromoles par litre. Et ces dépôts vont se déposer dans différents organes, au niveau péri- et intra-articulaire, ce qui va aboutir aux crises de gouttes et aux arthropathies goutteuses. Ils vont se déposer sous la peau et on va avoir l'étophus, et dans le rein, ce qui va donner des lithiases et à terme une néphropathie goutteuse. Et l'ensemble de ces maladies donc, s'appelle la maladie goutteuse et est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Dans un premier temps, il va falloir qu'on diagnostique la goutte chez notre patient. Donc, il y a des crises qui peuvent être plus faciles à diagnostiquer quand c'est la première MTP classique, comme on voit sur les photos. Et il y en a plus compliquées. Et dans ce cas-là, on va se baser sur un faisceau d'arguments. Parce que parfois, il peut y avoir plusieurs articulations touchées, parfois, il peut y avoir de la fièvre. Et dans ce cas-là, ce qui va nous orienter, ça va être notamment le terrain du patient, s'il est obèse, qu'il a des traitements diurétiques, qu'il boit de l'alcool, s'il a déjà des antécédents à l'interrogatoire d'avoir fait des crises au niveau de la première MTP, ou s'il dit que dans la famille, tout le monde faisait de la goutte. Et aussi rétrospectivement, si l'évolution est spontanément favorable ou qu'il dit avoir déjà pris des ANS ou de la colchicine et que ça s'est amélioré, c'est très en faveur du diagnostic. Et bien sûr, dans les examens complémentaires pour nous aider, il y a l'uricémie augmentée au-delà de 420. Et il ne faut pas hésiter à répéter le bilan à distance de la crise parce que parfois c'est normal pendant la crise. Et quand on peut, seule façon d'avoir un diagnostic de certitude, c'est la ponction articulaire avec la présence de cristaux d'urate de sodium dans le liquide articulaire. Un autre élément qui nous oriente et qui nous dit de façon certaine que c'est une goutte, c'est quand le patient a des tophus, et donc il va falloir aller regarder au niveau des mains et des oreilles, notamment au niveau des pavillons, la présence de petites boules blanches sous la peau, parfois qui peuvent être confondues avec des panaries, parfois ça peut s'extérioriser au niveau de la peau, et dans ce cas-là, c'est très blanc, crayeux, épais. C'est très classique et on ne peut pas le confondre avec du pu en fait. Donc, il y a un petit souci sur les diapos, mais notre prise en charge, c'est 3 points. D'abord, traiter la crise, commencer un traitement de fond hypouricémiant et éduquer notre patient à sa maladie et à ses traitements. Donc, dans un premier temps, traiter la crise, les choix du traitement vont se faire surtout selon les comorbidités du patient. S'il a des antécédents cardiovasculaires ou une insuffisance rénale chronique, on ne pourra pas mettre les mêmes traitements. Et c'est souvent ce qui est compliqué chez ce type de patient. Le premier principe important à dire aux patients, parce qu'ils risquent de refaire des crises, c'est que le traitement, il faut le commencer le plus tôt possible. Et il y a un principe qui est celui d'avoir le comprimé dans sa poche ou sur sa table de nuit, ou bref, à portée de main, pour que dès les premiers prémices de la crise, en général, les patients disent ça picote dans l'orteil, qui commencent dès le début à prendre sa colchicine, donc quand c'est la colchicine. Donc les 3 traitements principaux de la crise, donc la colchicine, déjà dans un premier temps, le traitement plus spécifique et qui fonctionne bien quand on peut le mettre. Et le protocole, c'est de donner d'emblée un comprimé de 1 mg et 1 heure après, un demi-comprimé. Et après, c'est un demi-comprimé 3 fois par jour quand la fonction rénale le permet. On ne fait plus de 1 comprimé x 3 par jour, puis 2 le deuxième jour. Quand ils prennent 3 comprimés par jour, ils ont toujours des effets secondaires digestifs. C'est des doses beaucoup trop importantes en fait. Donc maintenant, on met des doses plus faibles et c'est suffisant pour traiter. Quand on ne peut pas mettre la colchicine ou comme alternative, on a les anti-inflammatoires et dans ce cas-là, on va préférer le naproxène parce que c'est l'anti-inflammatoire qui est le moins à risque cardiovasculaire. Et en alternative, on a toujours les corticoïdes et habituellement 30 mg de prednisone par jour suffisent. Le traitement de la crise, quand on s'y prend suffisamment tôt, 3 à 5 jours suffisent.
et on associe à ces anti-inflammatoires glaçage, antalgique. Voilà. Quand il y a un souci, si les traitements ne fonctionnent pas ou que le patient a trop de comorbidité et qu'on ne sait pas quoi mettre, dans ce cas-là, il faut nous appeler pour discuter d'infiltration ou d'une surveillance hospitalière, voire on peut mettre des anti-interleukine 1, mais là, ça devient très spécialisé. Pour faire un petit point sur la colchicine, c'est un traitement, il va bien falloir éduquer son patient quand il le prend parce qu'il y a un vrai risque de surdosage et ça peut être très dangereux. C'est un traitement qui a une marge thérapeutique étroite entre l'efficacité et la toxicité. Donc on va dire à notre patient que s'il a des diarrhées, nausées, douleurs abdominales, il faut qu'il diminue la dose, voire qu'il arrête complètement parce que c'est déjà des signes de surdosage. Et qu'à l'extrême, la toxicité, ça peut aboutir à une pancytopénie, donc avec un risque hémorragique, infectieux, à des hypotensions, voire choc cardiogénique, insuffisance rénale et, au pire des cas, défaillance multiviscérale. Dans les autres choses pour lesquelles il faut être vigilant, c'est les interactions médicamenteuses, puisque c'est un traitement qui est métabolisé par cytochrome P450. Et les traitements qui vont inhiber le cytochrome 3 à 4 risquent de provoquer un surdosage en colchicine. Donc c'est contre-indiqué si le patient a un traitement par macrolide et pristinamycine et déconseillé quand ils ont verapamil, diltiazem, cyclosporine, inhibiteur de protéase, kétoconazole et le jus de pamplemousse. Après, il y a des précautions d'emploi avec les AVK parce que la colchicine potentialise et donc il y a un risque d'augmentation de l'INR. On peut associer les deux, mais dans ce cas-là, il faut surveiller l'INR. Et avec les statines, pareil, on peut associer les deux, mais il y a un risque plus important d'effets secondaires musculaires. Donc la chose la plus importante, ça va être d'adapter la colchicine à la fonction rénale et de le prescrire la colchicine qu'avec une créatinine récente pour éviter les surdosages. Et donc la dose de la crise, une fois que le patient a pris un comprimé puis un demi une heure après, quand la clairance est supérieure à 60, c'est un demi-comprimé 3 fois par jour. Si la clairance est entre 30 et 60, dans ce cas-là, on baisse et on lui donne un demi-comprimé matin et soir. Et on contre-indique la colchicine si la clairance est en dessous de 30. Une fois qu'on a traité la crise, on envisage l'introduction d'un traitement de fond hypouricémiant. Dans les nouveautés, on traite dès la première crise, en fait dès qu'on diagnostique la goutte, on envisage le traitement hypouricémiant. Donc ça peut être dès la première crise, mais si le patient a des tophus, on sait qu'il fait une goutte. S'il a eu des lithiases rénales avec des cristaux d'urate, on sait qu'il fait une goutte et qu'il faut le traiter. Pareil pour l'arthropathie goutteuse. Par contre, s'il n'y a pas d'indication à traiter une hyperuricémie qui est asymptomatique. Notre objectif du traitement, ça va être d'atteindre l'uricémie cible de 360 micromoles par litre et si possible inférieure à 300. Puisque, comme je vous disais en introduction, le 360, c'est le seuil de cristallisation de l'acide urique. Donc, tant qu'on est au-dessus de 360, les cristaux qui sont présents dans les organes, dans les articulations notamment, ils restent et ne peuvent pas se solubiliser et repasser dans le sang et être éliminés. Donc, on va pouvoir commencer à traiter et à être efficace sur le traitement qu'une fois qu'on a atteint cet objectif inférieur à 360. La difficulté, c'est que le temps qu'on atteigne cet objectif, déjà il se passe un petit peu de temps, et ensuite, une fois qu'il est atteint, les cristaux ils mettent du temps à se solubiliser progressivement et on élimine progressivement toute notre charge de cristaux d'urate présents dans l'organisme. Et pendant ce temps, on a toujours un risque de faire des crises. Et ça peut mettre plusieurs années, le temps le patient a accumulé pendant plusieurs années des cristaux d'urate un peu partout. Le temps qu'il élimine tout, il faut plusieurs années, même avec un traitement bien conduit. Donc ça, il va falloir prévenir le patient qu'il est toujours à risque de faire des crises, et ce n'est pas pour ça que le traitement ne fonctionne pas. Par contre, on va tout faire pour limiter les crises qu'il risque de faire.
Surtout que quand on commence le traitement hypoglycémiant, il a encore plus de risque de faire des crises, paradoxalement, que lorsqu'il ne prend rien. Donc il va falloir le prévenir. Et du coup, pour limiter ce risque de crise, on va débuter déjà le traitement hypoglycémiant à distance de la crise, donc a priori environ un mois après. Et on va le commencer à faible dose. Donc pour l'allopurinol, on commence à 100 mg et on augmente par palier tout doucement, par palier de 100 mg, jusqu'à atteindre notre objectif. Et en parallèle de ce traitement hypoglycémiant, on continue la colchicine à dose prophylactique, à petite dose, pour limiter les crises, et ça pendant 6 mois à peu près. Et s'il a des tophus, c'est jusqu'à disparition des tophus, donc ça peut être pendant beaucoup plus longtemps. Si on peut mettre la colchicine, bien sûr, et que le patient la tolère. Le choix du traitement hypoglycémiant se fait en fonction des comorbidités, donc de la fonction rénale notamment, puisque l'allopurinol, on va pouvoir le mettre que si la clairance est supérieure à 30. Si la clairance est inférieure à 30, on va s'orienter vers le fébuxostate adénurique. Par contre, on ne pourra pas mettre si le patient a des antécédents cardiovasculaires, ischémiques ou d'insuffisance cardiaque. L'allopurinol, je rappelle que dans les effets secondaires les plus sérieux, il y a le DRESS syndrome et l'AIEL, enfin les toxidermies, qui surviennent habituellement à l'introduction, dans les semaines qui suivent l'introduction du traitement. Et donc, il faut prévenir le patient que si jamais il a une éruption cutanée avec de la fièvre, il faut absolument arrêter son traitement immédiatement et consulter. Ce risque, il est majoré s'il y a une insuffisance rénale chronique sous-jacente, si on met des grosses doses d'emblée, s'il a des diurétiques associés et chez des patients de certaines ethnies asiatiques. Donc l'allopurinol, on le commence à petite dose, 100 mg par jour, et on va l'augmenter par palier de 100 mg. Tous les mois, on va contrôler l'uricémie. Son alternative principale, c'est le fébuxostate adénurique, qui lui a l'avantage de n'être que partiellement excrété par le rein, et donc on peut l'utiliser en cas d'insuffisance rénale. Et donc par contre, pas s'il y a les antécédents cardiovasculaires. Par contre, le fébuxostate, c'est un très puissant hypoglycémiant, donc il va faire baisser très rapidement l'acide urique, et donc le patient risque de faire des crises dès le début du traitement, ce qu'on souhaite éviter. Donc en fait, quand on commence tout doucement à des comprimés, c'est des comprimés de 80 mg qu'on a, et on le commence un jour sur 2, parfois même juste 3 jours par semaine, vraiment pour avoir la plus petite dose possible, parce que les comprimés ne sont pas sécables. Donc notre objectif va être d'atteindre l'uricémie inférieure à 360, et pour ça, on va contrôler l'uricémie tous les mois pour voir où est-ce qu'on en est de notre objectif. Et si l'objectif n'est pas atteint, on va majorer notre traitement. Donc si c'est l'allopurinol, on augmente de 100 mg jusqu'à atteindre notre objectif. Et après, tout dépend de la fonction rénale, quelle est la dose maximale pour le patient en fonction de sa fonction rénale. Mais si on n'y arrive pas avec l'allopurinol, après, on passe au fébuxostate en général. Et une fois qu'on a atteint l'uricémie cible inférieure à 360, on contrôle régulièrement, tous les 6 à 12 mois, le taux d'acide urique et la fonction rénale pour vérifier qu'on est toujours dans notre objectif. Le troisième point, ça va être de bien éduquer le patient donc tout au long de cette prise en charge, quand on va le voir pour la crise, puis pour commencer le traitement de fond hypoglycémiant, qu'il comprenne bien le mécanisme de sa maladie et que le risque, ce n'est pas seulement d'avoir mal quand on fait une crise, voilà, c'est douloureux, mais ça, à la limite, ce n'est pas grave. Le risque, il est vraiment cardiovasculaire à terme et sur le rein d'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le patient ait bien compris ce risque pour qu'il puisse adhérer à son traitement de fond, ce qui est parfois compliqué parce que quand ça va bien, il n'a plus envie de prendre son traitement.
Dans les choses à expliquer à son patient, c'est ce que lui peut faire aussi pour limiter sa prise médicamenteuse. C'est les règles, bien sûr, diététiques que vous connaissez en général. Donc le régime hypouricémiant, c'est un régime où on évite les alcools forts, la bière, y compris la bière sans alcool, les sodas, donc toutes les boissons sucrées. Si le patient boit beaucoup de coca, il faut qu'il prenne du coca zéro voilà, ou light. Et on évite les viandes rouges, particulièrement les abats, les crustacés. Par contre, voilà, le reste, il peut boire du vin si ça lui fait plaisir, et évidemment boire beaucoup d'eau pour éviter les lithiases rénales aussi. Donc la goutte, en fait, c'est facile. Il y a deux schémas à retenir et à garder. C'est le traitement de la crise et le traitement de fond hypouricémiant. À chaque fois, éduquer son patient sur la crise, traiter le plus tôt possible et faire attention aux comorbidités du patient pour les traitements qu'on va pouvoir lui mettre et notamment à sa fonction rénale. Et pour le traitement de fond, il va falloir surtout retenir qu'il faut y aller lentement mais sûrement. Donc on y va par étapes, tous les mois, on augmente tout doucement pour éviter que le patient fasse des crises et puis pour qu'on puisse atteindre l'uricémie cible sans perdre de vue notre patient. Parce que, en fait, dans tout ça, le plus compliqué, souvent, c'est de faire adhérer le patient à sa prise en charge, qu'il revienne en consultation et qu'il n'arrête pas le traitement. On a un profil de patient souvent bon vivant, très sympathique, mais dès que ça va bien, on ne les revoit plus. Donc, le médecin généraliste est souvent en première ligne parce que vous êtes souvent amené à voir forcément les crises de gouttes en premier. Il ne faut pas hésiter à débuter le traitement de fond. Il n'y a pas forcément besoin de voir le rhumatologue pour ça. Nous, on peut le voir après, dans un second temps, pour adapter. Voilà, vraiment essayer, quand on tient le patient, essayer de le garder et d'être sûr qu'il a tout bien compris pour ne pas qu'il arrête son traitement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis bien sûr là pour y répondre. Et sinon, il y a un problème sur la diaporama, mais je pense qu'après sur le site, il y aura la version complète de nos numéros de téléphone et mail pour les patients quand vous aurez des questions. Merci beaucoup, Charlotte. Oui, effectivement, sur j'ai regardé là dans le PDF qui est sur le site, la diapo ne s'est pas décalée, donc il y a toutes les coordonnées complètes. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci aussi pour le timing parfaitement respecté. Du coup, on a quelques temps pour les questions. N'hésitez pas à activer vos micros pour poser vos questions. Oui, j'ai une question. Oui, Alain. Oui, en fait, vous nous avez dit d'emblée qu'il fallait mettre un traitement de fond contre l'uricémie, mais sans l'avoir dosé finalement. Et donc, si l'uricémie est à 360, est-ce qu'on traite? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, il faut toujours doser l'uricémie. Il faut toujours la doser, mais ça, le fait qu'elle soit normale au moment de la crise n'élimine pas le diagnostic. C'était ça que je voulais dire. Mais il y a toujours un dosage d'uricémie au début, au moment du diagnostic. D'accord. Et donc, si elle est inférieure à 360 pendant la crise et voire après, est-ce qu'on traite quand même? Alors, j'ai jamais eu affaire à ce cas-là, en fait. Parfois, elle est à 400, parce qu'en fait, la norme du laboratoire, c'est 420. Donc, parfois, elle n'est pas très élevée. Parfois, elle est aux alentours de 420. Et dans ce cas-là, on traite quand même, même si elle est dans la norme du laboratoire, parce que notre objectif, c'est inférieur à 360. D'accord. Charlotte, comment vois-tu le parcours d'un patient douteux entre la ville et l'hôpital? Tu disais en diapo, dans ton avant-dernière diapo, que le traitement d'une crise était plutôt ambulatoire, l'initiation d'un traitement de fond était plutôt ambulatoire. Comment vous vous inscrivez dans ce parcours-là pour la prise en charge des patients douteux et comment vous vous coordonnez avec la ville?
Oui, c'est une bonne question. Nous, le principal recrutement de gouttes se fait via les urgences, en fait. Hein. On voit les patients qui sont d'emblée polyarticulaires ou qui n'ont pas de médecin référent et qui viennent aux urgences consulter pour une crise. Après, j'en ai parfois qui viennent, ils ont fait plusieurs crises de gouttes et ils ont été adressés en consultation secondairement, mais ça pas beaucoup parce que je pense qu'entre le moment où le médecin généraliste leur dit qu'il faut voir le rhumatologue et concrètement le patient qui fait la démarche de voir le rhumatologue, on les perd en cours de route. C'est assez difficile le profil de patient. Donc après, effectivement, dans une crise aiguë vue au cabinet, c'est pour ça que vous, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on voit le patient plus rapidement si la crise est compliquée à traiter en ville. Jean-Marc, tu avais une question? Oui, bonjour, Jean-Marc Galibert. Les diagnostics différentiels, parce que bon, c'est un faisceau d'arguments pour la première crise, mais si par exemple il y a un peu de fièvre ou si on a un doute sur autre chose, est-ce qu'il y a des examens à faire rapidement ou est-ce qu'il faut, au bout de 48 heures de traitement, remettre le diagnostic en question, par exemple? Alors, le diagnostic différentiel, il n'y a pas de bilan systématique qui va nous orienter parce que la CRP, elle peut être très augmentée dans une crise de goutte et c'est pas ça qui va nous faire dire c'est sûr que c'est pas septique. La fièvre, pareil, voilà, c'est ça qui est compliqué. Quand on a l'impression, en fait c'est un peu un sentiment clinique, quand on a le sentiment que c'est peut-être une goutte parce que le patient coche toutes les cases, dans ce cas-là, moi je commence la colchicine parce qu'il n'y a pas de risque si jamais c'est une infection de mettre la colchicine. Et je réévalue effectivement après 48 heures. Et là, si ça ne marche pas, dans ce cas-là, il faut nous l'adresser parce que dans ce cas-là, il va falloir faire toutes les recherches. Il y a infection, mais s'il a plusieurs articulations, polyarthrite rhumatoïde qui peut commencer parfois par une seule aussi articulation, après, il faut lancer un bilan très complet rhumatologique. Merci. Est-ce que vous, en ville, les patients goutteux qui vous posent problème sont peut-être ceux qui ont une insuffisance rénale et pour qui l'allopurinol ne peut pas forcément être prescrite? Est-ce que c'est ces patients-là que vous adressez plutôt à l'hôpital et au rhumatologue de l'hôpital? C'est ceux que tu vois peut-être, Charlotte, en partie? On voit effectivement beaucoup mais parce que c'est le profil de patients, des patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires et d'insuffisance rénale chronique qui compliquent beaucoup la prise en charge. Parce que dans ce cas-là, quand ils cumulent tout, parfois aussi on ne peut plus pas mettre de traitement de fond où on commence à des très très petites doses, tout doucement. Et les traitements de la crise, nous on les voit honnêtement dans le cadre hospitalier de la crise qui est très compliqué à traiter parce que même les corticoïdes, il est diabétique, ça va décompenser, tout et nécessite une surveillance dans ce cas-là hospitalière. Vincent, docteur Roberto, tu avais une question? Oui, bonjour. Moi j'ai juste deux choses. Une confirmation, c'est une contre-indication à la colchicine. On commence quand même l'allopurinol à très petite dose au risque de faire des crises excrétées au coup par coup par les cortisones ou par les anti-inflammatoires. Et la deuxième chose, comment on peut être sûr que c'est quand on voit une monoarthrite inflammatoire, la différence avec la chondrocalcinose, moi je me la pose toujours, du coup je n'ai jamais débuté le traitement rapidement avant d'avoir l'uricémie un mois après en me disant si c'est haut, c'est la goutte, si c'est pas haut, je suis embêté. Parce qu'en pratique en ville, les ponctions articulaires pour vérifier les cristaux, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup. La chondrocalcinose, ça ne touchera pas la première MTP. Donc si le patient il a déjà eu des crises au niveau de la première MTP et qu'il a une uricémie augmentée, on sait qu'il fait de la goutte. Si c'est juste le genou, que sur la radio, il y a un liseré de chondrocalcinose et qu'il a aussi une uricémie augmentée, là, effectivement, ça devient plus compliqué et là, il faut qu'il soit ponctionné pour pouvoir faire la part des choses. Et sinon, que ce soit chondrocalcinose ou goutte, dans les deux, la colchicine et les anti-inflammatoires fonctionnent bien. Donc, sur le traitement de la crise dans l'immédiat, ça ne change pas grand-chose, en fait.
Et la première question, vous pouvez me redire, j'ai pas tout entendu. En fait, c'est pas une question, c'est juste quand du coup il y a une contre-indication à la colchicine, pour mettre le traitement de fond en place, du coup on va tout doucement, mais on ne peut pas anticiper les crises. Exactement. Dans ce cas-là, on traite les crises, comme vous disiez, oui, par corticoïdes ou par... Merci beaucoup. Christelle, tu avais une question. Je sais que tu es connectée depuis midi. Mais en plus, j'ai du mal à me connecter à 13h. Alors moi, j'ai une question par rapport... Attends, je m'en souviens plus. Oui, non, c'était par rapport à la question de Clément tout à l'heure sur l'expérience de la goutte en ville. Alors, c'est vrai que quand j'ai un patient qui a une crise sur la MTP, je trouve que ça ne pose pas de problème. Par contre, je me rappelle d'avoir un patient qui fait une monoarthrite du genou, mais non, même polyarthrite du genou, portugais. Voilà, ça a été beaucoup plus criant comme tableau. Et du coup, ce qui a été bénéfique aussi pour lui, c'est tout le bilan cardiovasculaire qui a été fait après, parce que c'est un patient qu'on voyait très rarement. Et là, forcément, il est maçon, donc il ne pouvait plus travailler. Et là, le recours, effectivement, au rhumatisme le plus rapidement possible, je trouve que c'est vraiment un avantage. Et on arrive à garder ce type de patient dans le circuit. Et en plus, il faut le rajouter dans le circuit cardiovasculaire. Donc là, ils sont ils ont une double peine. Voilà, donc moi, c'est mon expérience. Je suis plus embêtée avec des crises de controcalcinose, en fait, que de la goutte. C'est assez étonnant, mais voilà, moi, j'ai plus l'expérience de la controcalcinose. Et voilà, Charlotte, tu nous feras la chondrocalcinose en 2023. Voilà, oui, j'aimerais bien. Très bien, c'est noté. Non, ne te sens pas du tout obligé. Hein, merci Christelle. Oui, tu disais que la goutte finalement est une porte d'entrée, a été une porte d'entrée pour ce patient entre guillemets à l'hôpital et l'occasion de faire un bilan plus large cardiovasculaire, en sachant que c'est souvent des malades qui ont d'autres comorbidités, diabète et cardiovasculaire. Eh bien, on est pile poil dans le timing. Merci beaucoup Charlotte. Merci pour ta présentation qui est sur le site et que vous pouvez donc dès à présent télécharger.